Bourges. Vous avez travaillé dans le monde de l'entreprise, vous êtes longuement investi dans le milieu associatif. On vous connaît évidemment pour votre engagement à la Manif pour la Manif pour tous. Vous étiez une cheville ouvrière de la Manif pour tous, puis pour votre action au sein du Printemps français. Mais ce n'est pas arrivé par hasard, hein, puisque vous aviez fondé le collectif pour l'enfance. Et puis vous avez écrit un livre dénonçant le mot parentalité et qui montrait que vous étiez tout à fait au fait de ce qui allait arriver ensuite. Vous avez essayé d'alerter Nicolas Sarkozy, je crois, de le sensibiliser à ces questions-là. Sans succès. Sans succès, je suis étonnée. Vous venez de la droite chrétienne libérale, il vous a fallu beaucoup de force de caractère, comme Robert Ménard et Renaud Camus, pour vous démarquer des vôtres, pour prendre un autre chemin, sachant bien que, comme disait Brassens, que les braves gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux, et surtout la bourgeoisie, soucieuse de sa respectabilité et détestant que l'on fasse du bruit, parce que c'est un peu vulgaire, et vous saviez que le chemin ne serait pas pavé de roses. Alors, vous n'avez rien renié de vos engagements précédents, puisque en choisissant la voie de la vérité, c'était un peu comme lui obéir et prendre sa croix et la suivre. Vous l'avez fait. Cette croix s'appelle la dissidence. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, quelque chose qui vous a poussé à avoir le courage de la première impulsion? Alors le courage de la première impulsion, je crois que c'est je ne saurais pas dire précisément, mais on va dire que c'est une intuition très forte, que tous les sujets qui touchaient en particulier à la famille, avant même, bon, c'était à peu près en 2005-2006, où j'ai eu, donc, on dit qu'une intuition c'est un ensemble de signaux faibles qui se traduisent un jour par un signal fort. Et un jour, j'entendais à la radio différentes choses. Et puis m'est venue cette intuition, donc qui s'est concrétisée très vite, parce qu'une fois que j'ai su ça, je ne pouvais plus me taire, mais que en fait tous les sujets qui allaient toucher à ce qu'on a appelé l'homoparentalité étaient les sujets. Alors allez savoir pourquoi, je n'en sais rien, mais j'ai eu très très fort l'impression que ces sujets-là seraient les sujets à venir. Et c'est vrai qu'on en parlait, c'était à l'époque 2005-2006, on en parlait encore extrêmement peu. Mais voilà. Et donc je me suis lancée, en fait, j'ai commencé à me lancer dans cette aventure-là. Et donc quand 2012 est arrivé, et puis j'ai bien suivi évidemment comme vous tous la campagne et les promesses de François Hollande, évidemment quand sont arrivés tous les événements, moi j'étais préparée déjà depuis on va dire 7, 8, 9 ans, où je savais que ces sujets arriveraient, et donc voilà, donc c'était tout à fait normal finalement que je me retrouve au cœur de ces manifestations, et en tout cas même de la fondation et de la création de ces mouvements-là. Dites-nous, puisqu'on parle de cette question de dissidence sur le terrain des valeurs, alors en ramenant ça à votre expérience, à ce que vous avez fait avec le Printemps français, aujourd'hui, que voulez-vous nous dire sur cette dissidence sur le thème des valeurs? Je crois qu'en fait, la première chose, c'est de dire qu'une société court à sa perte, et d'ailleurs on en a la preuve, si elle n'est pas fondée d'abord sur des valeurs. Alors vous allez me dire que valeurs, très bien, mais valeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que finalement, de l'autre côté aussi, ils disent qu'ils ont des valeurs. La seule chose, c'est que, en fait, je crois que finalement, en réfléchissant à ce thème-là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire en premier? Et puis je réfléchissais à l'homme. Et je me suis dit qu'en fait, tout dépend de la conception de l'homme que l'on a. Est-ce qu'on considère que l'homme est un être sacré, et je pèse mes mots, ou est-ce et donc qu'il a une valeur spirituelle, ou est-ce qu'on considère que l'homme n'a pas cette valeur spirituelle, n'a pas cette valeur sacrée, et alors, dans ces cas-là, l'homme est un amas de cellules? Est-ce que l'homme est un amas de cellules, ou est-ce que l'homme est une personne sacrée? Je pense qu'à partir du moment
où on répond à cette question, alors on a absolument tout qui découle. Et c'est pour ça que leurs valeurs, de ceux qui nous gouvernent et qui disent avoir des valeurs, et les miennes, n'ont absolument rien à voir parce que nous n'avons pas, depuis le départ, la même conception de l'homme. Moi, je considère que l'homme est un être spirituel et que c'est donc un être sacré. À partir de ce moment-là, tout s'organise. C'est-à-dire que si l'homme est un être sacré et qu'il a cette valeur spirituelle, alors tout va s'organiser autour de lui, puisqu'il est sacré et spirituel, et lui va s'organiser en fonction du bien commun, puisqu'il sait qu'au-dessus de lui, alors on l'appelle Dieu, ou on l'appelle, moi je suis catholique et je m'en cache pas, mais le fait que l'homme ait une valeur spirituelle, ça n'est absolument pas propre aux catholiques. Hein. Je pense que c'est important de se dire ça, parce que ça veut dire qu'on peut tous, dès lors qu'on a cette conception que l'homme est un être spirituel et que donc au-dessus de lui, il y a plus grand que lui, à partir de là, se dire que oui, le monde va être organisé en direction du bien commun. Si on considère, comme ils considèrent, nos adversaires, nos ennemis même, nos ennemis en ce qui concerne, je n'hésite pas à le dire, hein, je dis moi qu'aujourd'hui, François Hollande, Manuel Valls, Christiane Taubira, ce sont aussi mes ennemis sur ce plan-là. On pourra parler aussi peut-être un peu des attentats et de la façon dont tout ça a été tellement prévisible, mais pour en revenir au cœur du sujet, si l'homme n'est pas considéré comme un être spirituel, mais que c'est un amas de cellules, eh bien vous voyez bien que tout en découle. Parce qu'on arrive à ce moment-là à la marchandisation évidente, parce que si l'homme n'est qu'un amas de cellules, alors il ne vaut pas mieux qu'un ordinateur. Voire, il vaut moins qu'un ordinateur si il ne rapporte pas plus qu'un ordinateur. Il est juste un amas de cellules intelligent, certes, parce que personne ne nie que l'homme est un être doué d'intelligence, mais il vaut moins qu'un ordinateur si son intelligence devient moindre que celle de l'ordinateur. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va essayer de le rendre aussi intelligent qu'un ordinateur et qu'on en arrive à l'homme, ce qu'on appelle, et vous voyez bien tous ce que je veux dire quand on parle de l'homme augmenté. C'est-à-dire qu'on va essayer d'augmenter son cerveau, on va essayer de le faire devenir finalement quelqu'un qui va pouvoir rendre service, mais non pas au service du bien commun, mais, si c'est un amas de cellules, au service de la marchandisation et au service de la finance. Et je crois qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il va falloir choisir. Choisir soit le camp de la dissidence. Le camp de la dissidence, c'est quoi? Le camp de la dissidence, c'est être hors système, mais de façon résolue. C'est-à-dire que quand je vous disais qu'il va falloir choisir, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être sur la ligne médiane. Parce que la ligne médiane, elle nous amène, c'est celle dans laquelle nous sommes restés pendant longtemps. Peut-être avions-nous le temps à l'époque, mais aujourd'hui, nous n'avons plus le temps d'être sur cette ligne médiane. On se situe dans le système ou on se situe hors système. On se situe dans une conception de l'homme qui est une conception sacrée de l'homme, où on se situe dans la marchandisation de l'homme, mais alors auquel cas, il ne faut pas s'étonner. Si une société n'est pas fondée sur les valeurs, c'est une société qui va directement à sa ruine. Alors moi, je voudrais juste vous dire, et je remercie déjà beaucoup Jean-Yves Le Gallou de m'avoir invité, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'être dissident? Eh bien, être dissident, pardonnez-moi, c'est violent ce que je vais dire, mais être dissident, et je crois que chacun doit se poser en conscience, mais en conscience, au plus profond de soi-même. Parce que la dissidence, c'est d'abord un acte individuel avant d'être un acte qui va être, où on va pouvoir rejoindre un groupe. Qu'est-ce que je suis prêt à faire comme sacrifice pour ma foi si je l'ai, pour ma conception de l'homme, pour ma liberté? Est-ce que je suis ou non
prêté à faire des sacrifices, y compris des sacrifices financiers, parce que il faut aussi se poser cette question, est-ce que je suis peut-être même prêt à payer le prix du sang? C'est fort ce que je dis, mais je crois malheureusement, et les attentats de la semaine dernière l'ont bien montré, ces attentats, je ne sais pas si vous avez été étonnés, mais moi pour ces attentats, je ne me disais pas, est-ce qu'il va y avoir des attentats? Je me disais, quand est-ce que ces attentats auront lieu? Et je crois que malheureusement, on peut, là encore, ne pas se demander est-ce qu'il y aura de nouveaux attentats. De toute façon, avec les mesures qui sont prises, qui sont encore une fois des cautères sur des jambes de bois, je crois qu'on peut aussi se demander quand est-ce qu'auront lieu les attentats suivants, parce que je crois en plus que le gouvernement n'a absolument pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer, et que les mesures qui sont prises ne sont évidemment absolument pas suffisantes, parce qu'il faut aussi nommer son ennemi, qui n'a pas été nommé, ne pas parler seulement de terroristes, mais parler aussi de l'islamisation. Enfin, il y a des mots, et quand on n'ose pas nommer son ennemi, alors on ne peut pas le vaincre, c'est absolument évident. Pour en revenir aux valeurs, et là, du coup, je terminerai par ça, je pense que ça n'est absolument pas un hasard si c'est le mariage pour tous qui a déclenché tous ces mouvements sociétaux. Vous vous rendez bien compte que le mariage pour tous, la plupart d'entre nous, nous n'étions concernés ni de près ni de loin, la plupart d'entre nous, par quelqu'un qui souhaitait se marier avec une personne de même sexe. Ça pouvait arriver, mais on n'était en gros pas trop concernés. Si on est descendus tous dans la rue, c'est parce qu'on a senti que notre civilisation était en danger de mort. Et vous voyez bien que là, on touche absolument aux valeurs, et que ces grands mouvements de société-là, qui depuis 2-3 ans, qui ont, je ne vais pas dire réveillés, parce qu'en fait on était très nombreux à être réveillés, mais en tout cas qui ont réussi à faire une sorte de coagulation, eh bien c'était quelque chose, c'était des sujets qui étaient en rapport avec les valeurs, parce que ce sont les valeurs, cette relation verticale, c'est ça les valeurs, c'est ça qui permet à une société de tenir debout, c'est ça qui permet à l'homme et aux hommes de tenir debout. Alors si on perd ce sens de l'homme et ce sens des valeurs, alors la société va absolument droit dans le mur et la civilisation se meurt. Leurs vrais ennemis, et vous allez voir que ce que je dis, je suis malheureusement sûre que j'ai raison, c'est que leurs vrais ennemis, ce n'est pas les djihadistes, leurs vrais ennemis, c'est nous. Parce que c'est nous qui leur faisons encore plus peur. Donc, il va y avoir, petit à petit, nos libertés, et vous l'avez déjà vu, avec la loi sur le renseignement, etc. Depuis le 13 janvier, ils n'ont rien compris à Charlie. Et depuis le 13 janvier, vous avez bien vu que c'est ceux qu'ils ont combattus, ce n'est pas les terroristes qui ont frappé sur notre territoire, c'est nous. Ils ont fermé des comptes Facebook, ils en ont fermé 400 fois plus qu'ils n'en ont fermé avant Charlie. Mais ce n'étaient pas les comptes Facebook des djihadistes qu'ils ont fermés, c'est nos comptes Facebook. Alors attendez-vous, mais si vous vous y attendez, je crois que d'être dans le déni, c'est pas ça qui rend combatif, mais soyez combatifs et tous les matins, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la France. Quel est un peu le discours pour ne pas tomber dans la caricature? En fait, moi je pense qu'il va falloir prendre une option. Soit on est libéral, soit on ne l'est pas. Voilà. Moi, je ne le suis résolument pas. En fait, résolument pas, parce que justement, on en a vu toutes les limites en réalité. Et toutes ces limites, c'est en fait la marchandisation. Voilà. Et donc, c'est toutes ces entreprises, d'ailleurs, Philippe de Villiers, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu son livre, mais il explique ça extrêmement bien en parlant des entreprises nationales, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont plus incarnées finalement. Voilà, donc voilà, non mais
donc moi je pense qu'il faut là-dessus avoir un discours avec des mots. Les mots veulent dire quelque chose. La seule chose, c'est qu'il faut arriver à être d'accord sur les définitions. Voilà. Donc, Jean-Yves Le Gallou en a parlé aussi très bien. Il y a aussi tout ce problème de la novlangue qui fait que finalement les mots n'ont plus le même sens. Et on voit bien d'ailleurs dans nos élites, là, notre oligarchie, oui voilà, petit coup de pub, mais qui est... parce que ce livre est vraiment extraordinaire pour ça. Et puis d'ailleurs, oui, il est rigolo, et puis il augmente. Hein, au fur et à mesure des éditions, on voit que la novlangue, en fait, voilà, il y a un vrai dictionnaire. Mais on voit d'ailleurs, mais c'est important parce qu'on voit d'ailleurs que notre oligarchie, puisque je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, mais nous ne sommes plus en démocratie. C'est une oligarchie qui nous gouverne, donc qui se cache sous la définition. Voilà, qui se cache sous la définition de démocratie, mais nous ne sommes plus en démocratie. On le voit bien, et on le voit bien chaque jour. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les mots ont beaucoup d'importance. Et voilà, je crois que c'est ça qu'il faut que je dise, c'est que vraiment maintenant il y a une rupture qui doit se faire. Et voilà. Enfin bon, l'histoire des égos, etc. Je pense que c'est pas tant ça, que quelque chose de plus profond. Et ce quelque chose de plus profond, c'est justement, aujourd'hui, c'est jusqu'où je suis prêt à aller. Alors, moi, comme je vous le disais, franchement, je ne suis pas du tout d'un tempérament pessimiste. Hein. Je crois juste qu'il vaut mieux être lucide. Être lucide, c'est savoir que on va vers des moments qui sont très difficiles, en particulier pour nous les dissidents, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que nous sommes les premiers ennemis du système, parce que justement nous sommes contre le système. Donc je vais vous dire quelque chose qui va vous décevoir, hein, mais dans un premier temps, avant de savoir comment on va à nouveau se compter, c'est de savoir comment chacun peut compter sur soi-même. C'est-à-dire, encore une fois, je parle de cette notion de sacrifice. Et si j'en parle, c'est pas agréable à entendre, et je le sais, quand je vous dis tous les matins qu'il faut se demander qu'est-ce que je vais faire pour la France, qu'est-ce que je vais faire pour ma patrie, jamais langue du bois, parce que nous aussi, à certains moments, nous faisons partie de ce système. C'est-à-dire que on est parfois prêt sur Facebook, dans les salons, etc. Et d'ailleurs, Gabriel le disait tout à l'heure, quand on revient chez soi, après, on se remet sur Facebook, on se remet, et puis on tape sur son ordinateur, etc. Mais il y a quelque chose qu'il va falloir casser, rompre, de façon radicale. Et Jean-Yves Le Gallou parlait tout à l'heure de radicalité. Moi, c'est un terme qui me va très très bien. On m'a beaucoup traité de radical, on m'a traité, comme vous sûrement aussi, de fasciste, d'extrémiste, etc. Pour moi, c'est un compliment. Voilà. Dans le monde dans lequel on vit, pour moi, être radical, c'est plutôt un compliment. Donc, mais on doit aussi avoir cette radicalité vis-à-vis de soi-même. Comme je vous disais, dans les provinces, c'est bourré de talent. Les gens ont les deux pieds dans les starting blocks. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je suis navrée de vous le dire, on n'est pas encore tombé suffisamment bas pour que le système s'effondre. Lorsque le système va s'effondrer, et le système va s'effondrer, on va en baver, je vous le dis franchement, on va en baver. Mais il y a tellement de talent en France qu'on va se relever et on se relèvera beaucoup plus vite que prévu. Ce que demain sera, personne ne peut le dire, sauf, je crois, à être prétentieux, sauf à se dire qu'en effet, ça va être difficile. Mais derrière ce difficile, oui, bien sûr qu'on va se regrouper, et bien sûr que les égos, d'abord les égos, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, donc, mais bien sûr que tout le monde va se retrouver. La seule chose, c'est qu'il y en a qui, aujourd'hui, sont allés plus vite, et d'autres sont allés plus lentement. Et juste pour en terminer avec ça, je crois qu'on a la manif pour tous, c'est pour ça un exemple extraordinaire. Il y en a qui étaient sur les Champs-Élysées le 25 mars, et il y en a qui n'étaient pas du tout prêts à, c'est un peu symbolique ce que je dis, aller sur les Champs-Élysées le 25 mars parce qu'ils étaient encore prêts à obéir à Manuel Valls. Eh bien, le dissident, demain, enfin aujourd'hui, là déjà aujourd'hui, le dissident y désobéit. Voilà.